Bonjour, très heureux de vous retrouver sur ce podcast de la chaîne Skills for All. Alors, nous sommes un organisme de formation en digital learning qui préparons à des certifications internationales dans les domaines de la gestion de projet, de l'agilité et de la transformation digitale. Nous parlons de sujets de l'organisation, de la transformation des organisations et tout ce qui rend les entreprises plus agiles et plus performantes. Vous pouvez retrouver tous nos enregistrements sur notre chaîne YouTube et également sur notre site internet www.skillsforall.com/webinar ou /podcast. Bonjour à tous, à toutes. Très heureux de vous retrouver. On va parler un petit peu de profil de personnalité, de style de personnalité. Alors c'est un sujet très intéressant, surtout dans le management, dans nos sociétés de services qui sont basées principalement sur l'humain, bien entendu. Et du coup, ça, c'est des techniques qui sont absolument indispensables pour les managers, pour tout le monde. En fait, tout le monde devrait passer, je vais dire ça avec mes mots, à la moulinette de au moins des canaux de communication interpersonnelle, parce que c'est des choses c'est des outils qui peuvent déminer des situations et qui vont surtout empêcher que des situations qui sont liées tout simplement à des manières différentes de communiquer, ne se produisent. Et dans nos entreprises de services où on est au maximum dans l'humain, avec tout ce que ça amène, bien sûr de positif, mais aussi de petits soucis, ce sont des outils qui sont particulièrement intéressants. Alors, on va regarder en gros quels sont les outils qui sont à notre disposition, comment s'en servir, et puis comment déterminer votre profil. Alors très rapidement, parce qu'évidemment, pour déterminer précisément votre profil, de votre style de personnalité, il n'y a rien de mieux que de faire un test, mais on a quelques petits éléments que je vais pouvoir vous fournir qui vont vous donner une idée déjà de votre grand style de personnalité. Voilà, donc Marc-Noël Fauvel, alors je suis un créateur de Skills for All, j'ai été pendant des années opérationnel dans les directions informatiques de grandes entreprises, de grandes collectivités. Ensuite, je suis passé dans le conseil et la formation, ce qui m'a permis d'engranger un certain nombre de certifications. L'idée, c'est pas d'en jeter plein la figure, c'est juste de dire, il y a un certain nombre de choses qui deviennent en plus un peu naturelles au fur et à mesure que on avance et qu'on met en place des pratiques en gestion de projet, en agilité, etc. Ça devient assez naturel de se certifier. Et puis voilà, comme ça a été mon métier pendant un certain nombre d'années, la liste de courses là, elle est tout à fait naturelle. Le cœur de Skills for All, c'est vraiment tout ce qui est performance de l'organisation, méthode autour de l'organisation des systèmes d'information, mais pas que, puisqu'on va aussi dans les business process, on va également dans l'architecture de l'entreprise, on fait de la gestion de progrès, de programmes, de l'agilité, de l'amélioration continue. On va pas passer beaucoup de temps là-dessus. L'idée, c'est simplement de replacer un tout petit peu le contexte. Et la communication interpersonnelle, où est-ce qu'elle intervient là-dedans? Je serais tenté de dire qu'elle intervient partout. Parce que on a tous besoin de communiquer avec un public de plus en plus large, de plus en plus stressé, on l'est d'ailleurs soi-même à longueur de journée, avec des personnes qui sont à distance. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer aussi la communication à distance? Le contexte actuel est plutôt dans ce cas de figure-là. Et puis parfois aussi avec des cultures différentes. Alors là, on va pas parler de cet aspect-là, parce que là, ça devient très spécifique, le problème de la culture. Alors néanmoins, le menu, puisqu'il est déjà un petit peu plus de midi, ça va être quoi? On va introduire un petit peu la problématique. Ensuite, on va parler des différents modèles de communication interpersonnelle qui existent. Comment déterminer dans les grandes lignes, bien entendu, votre style de personnalité. Comment utiliser cette grille de lecture, parce que c'est un outil avant tout. Et puis, on va conclure assez rapidement sur le sujet, sachant qu'il y a tellement à dire de toute façon que les 45 minutes qu'on va passer ensemble, évidemment, n'y suffiront pas. Alors, le sujet, c'est quoi? On a des collaborateurs. Là, je vous présente 3 personnes très sympathiques. Émilie, qui est dynamique, qui est dans le responsable commercial dans une moyenne entreprise. Elle est tout le temps au téléphone, à appeler ses clients, à améliorer sa relation, à faire de la vente, etc. Elle, sa manière de voir, de fonctionner, c'est des grandes directions, des grandes masses. Quand on commence à rentrer dans le détail avec elle, on la perd un petit peu. Elle est plutôt sur les grands objectifs, comment atteindre les grands objectifs et faire en sorte que tout ça se passe bien et ça soit atteint le plus rapidement possible. Je regarde un petit peu la liste des participants et puis si jamais il y a des questions au fur et à mesure, je regarderai le chat. Ça sera bien sûr avec plaisir que j'y répondrai au fur et à mesure.
Voilà, donc Émilie, elle a la pêche, elle y va, elle fonce dedans, elle s'embrouille pas avec des détails, c'est les grandes directions et les objectifs. La deuxième personne, c'est Eric. Alors Eric, lui, il est plutôt dans la rondeur, hein, même si ça se voit pas comme ça physiquement. Il est plutôt sociable, plutôt chaleureux. C'est lui qui va venir vous demander comment ça va, comment ça s'est passé le week-end, si ta belle-mère ça se passe bien, si elle est plus malade, etc. Il a besoin de liens, il a besoin voilà d'humanité. Lui, c'est pour ça qu'il se retrouve sur le support client parce qu'il aime le contact. Il aime prendre un petit peu le temps de parler. Hein, c'est pas juste les objectifs. Et du coup, lui, il a du mal avec Émilie parce qu'Émilie, il la trouve trop rentre dedans. C'est pareil, Émilie, elle le trouve un peu trop mou, hein, toujours en train de demander comment s'est passée la semaine ou la soirée. Et ça l'énerve Émilie, quoi. Elle n'est pas câblée comme ça. Et Eric, c'est pareil, il trouve qu'elle est excitée, qu'il n'y a pas moyen de la poser, etc., etc. Je suis sûr que vous comprenez bien que vous avez des cas de figure qui s'imposent à vous au fur et à mesure. Puis on a Chiara, alors elle est tout à fait différente aussi, elle est précise. Elle a le sens du détail. Quand on lui dit oui, c'est oui, ça ne veut pas dire peut-être. Quand on lui dit demain, c'est demain, ça ne veut pas dire après-demain ou encore après-demain. C'est précis, c'est expliquez-moi comment on va faire, est-ce que vous êtes sûr qu'il faut faire comme ça, etc. C'est pour ça qu'elle est dans les finances aussi, hein, les chats n'entendent pas de chiens. Et donc tout ce petit monde-là doit travailler ensemble, doit fonctionner ensemble. Et là, on n'est bien sûr pas du tout dans l'expertise. On est dans comment je fais pour que toutes ces personnes-là qui ne sont pas câblées pareil, parce qu'effectivement, voilà, Émilie n'a pas le même style qu'Eric, il n'a pas le même style que Chiara, et réciproquement et dans tous les sens. Comment faire en sorte que tous ces gens-là travaillent ensemble et arrivent à se comprendre? Parce qu'évidemment, quand Émilie parle objectif, elle, c'est sa manière de parler. Eric ne le reçoit pas comme ça, et Chiara non plus, parce qu'elle a besoin de détails, alors que c'est pas la manière de fonctionner d'Émilie. Voilà, j'insisterai pas, vous avez bien compris la problématique. Elle est commune dans toutes les entreprises. Elle n'est pas sur l'expertise, elle n'est pas sur comment dire, le moyen de communiquer, le mail, l'écrit, tout ce qu'on veut. Elle est sur la façon de communiquer. C'est-à-dire quelles sont les priorités, les drivers de chacun pour que chacun arrive à s'accorder et à se mettre sur le bon canal. Ça, c'est vraiment une problématique universelle. Les problématiques de communication interpersonnelle, c'est 60% des problèmes de communication. Ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a des chiffres qui circulent absolument partout. C'est, en fait, la plupart du temps, tu m'as mal parlé, ou bien j'ai pas compris ça dans ce que tu as voulu me dire. Je supporte pas comment il me parle ou qu'il me parle. On n'arrive pas à se comprendre. Voilà. Malheureusement, il y a beaucoup de cas de figure où on est face à ça et on n'arrive pas à s'en sortir. On comprend pas pourquoi. On comprend pas pourquoi l'autre n'a pas la même manière de fonctionner. J'y vais à grands coups de serpe, bien entendu. Hein. Mais on ne comprend pas pourquoi on s'entend pas avec cette personne, elle nous horripile vraiment, ou bien au contraire, pourquoi avec une autre, ça se passe particulièrement bien. On est là-dedans. En fait, on est dans la fluidification des interactions entre les différentes personnes, que ce soit d'une équipe ou d'une entreprise, bien entendu. Améliorer ces canaux de communication, identifier ces canaux de communication interpersonnels, ça permet d'améliorer aussi la qualité du travail. On est quand même, alors là, on est dans un contexte évidemment un petit peu particulier, mais normalement on est tous les uns avec les autres, voilà, dans l'entreprise. Il faut bien qu'on arrive à travailler ensemble. Et l'idée aussi, c'est de favoriser la constitution d'équipes, des équipes qui sont de plus en plus occasionnelles. On commence à parler de task force, de mode warrior, etc. Il y a une première question que le support, bien sûr, que je vais vous l'envoyer, bien sûr, pas de souci. On doit de plus en plus constituer de petites équipes agiles, comme on dit maintenant, de manière à faire face à un problème, à une question, et qu'on ne sait pas régler seul, qu'on ne sait plus régler seul. Maintenant, évidemment, on est obligé de travailler à plusieurs, et puis c'est quand même une bonne chose. Donc la communication interpersonnelle, c'est à tous les étages, bien entendu. Donc l'idée, c'est, bon, ok, maintenant que je sais ça, c'est quoi les modèles de cette fameuse communication interpersonnelle? Quels sont les outils qui sont à ma disposition? Parce que ça, évidemment, c'est pas récent. On a depuis toujours des problèmes de communication à partir du moment où on a commencé à communiquer. Et il y a des référentiels, il y a des pratiques, il y a des modèles qui existent et qui sont très connus, qui sont très employés.
On va parler un petit peu de, attention, ce qu'on peut faire avec ces modèles-là et ce qu'on peut pas faire avec ces modèles-là, ce pourquoi ils sont faits et ce pourquoi ils ne sont pas faits. Et assez souvent, on les utilise pour ce pourquoi ils n'ont pas été faits. Il y a un certain nombre de référentiels comme ça qui sont utilisés pour le recrutement. Faut voir comment on utilise ça pour le recrutement, parce que c'est pas un outil de screening, c'est pas un outil de filtrage, c'est un outil de dialogue, en fait, ces outils-là. Alors, un des plus connus, c'est le Myers-Briggs Type Indicators, donc, qui a été créé dans les années 60, qui est un profil, qui est un test qui fait apparaître 16 grandes dimensions sur quatre opposés. Par exemple, introverti, extraverti, pardon, sensible, intuitif, etc. Vous avez le petit schéma qui est à gauche qui vous représente en gros les 2 fois 4 oppositions, et qui permet de dresser un profil, alors là, qui est plus sur la psychologie, plus sur la manière de fonctionner de l'individu, et qui est extrêmement riche, mais qui nécessite, et c'est pour ça que je vais aller vite sur cet indicateur-là, c'est qu'il nécessite de remplir un questionnaire, et qui nécessite d'être un petit peu compétent pour interpréter les résultats de ce questionnaire. Alors, c'est très puissant, on l'utilise beaucoup dans le recrutement. Lui, par contre, il permet d'avoir des informations assez intéressantes en termes de compréhension de l'individu, encore une fois, et certainement pas de filtrage. Faut pas utiliser ce genre d'outil-là pour faire du filtrage et du screening. Mais néanmoins, il est très, très, très utilisé en entreprise. Par contre, il peut pas être utilisé au quotidien pour améliorer les relations interpersonnelles, les communications interpersonnelles, tout simplement parce qu'on ne peut pas se permettre de faire remplir un questionnaire à la personne avec laquelle on va commencer à travailler parce qu'elle vient d'être embauchée dans l'équipe, ou bien avec un interlocuteur qu'on rencontre pour la première fois, si on est dans un cycle de vente, par exemple, et sur lequel il faut qu'on s'accorde pour trouver le meilleur moyen de communiquer avec lui ou elle. Donc le MBTI, c'est super, mais par contre, ça nécessite, on ne peut pas s'en passer, de remplir un questionnaire et d'avoir un peu de compétences derrière pour l'évaluer. Donc je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, parce que là, ce n'est pas un outil au quotidien qui serait utile pour nous. On a un deuxième outil qui s'appelle ProcessCom. Alors ça, c'est M. Keller qui a créé ça dans les années 70 pour les missions Apollo, en fait, à l'origine. Parce que l'idée, c'était de dire, bon, on va quand même mettre dans une capsule qui fait 3 mètres carrés, je caricature, un certain nombre de personnes. Il faudrait quand même pas qu'ils se mettent à s'envoyer des coups de coude ou des baffes dès le 3e jour, parce que là, ça va poser un gros problème. Donc, il a essayé de mettre en place une sorte de grille de lecture qui est très pertinente, qui est celle dans la petite maison là qu'on va passer un tout petit peu en revue dans les slides qui suivent, et qui permettent d'avoir des grands types de personnalités, un petit peu riches quand même, parce qu'on va voir qu'il y a 6 grands archétypes, mais qui sont combinés les uns avec les autres. Je m'empresse de dire, encore une fois, enfin, pour la première fois là, entre nous, que c'est pas des outils non plus qui se bornent à mettre des gens dans des tiroirs ou dans des cases. Ça, c'est une façon ça veut dire qu'on n'a pas compris. Je veux dire, si on fait ça comme ça, c'est pas des outils pour mettre des gens dans des cases, c'est des outils pour essayer de donner de la clarté, pour essayer d'identifier rapidement des grands drivers, des grandes priorités, des grandes façons de s'adresser à l'autre pour laisser tomber toutes les barrières qui sont déjà nombreuses à la communication et être sûr d'être tout de suite sur le bon canal, sur les choses qui parlent à l'individu auquel on s'adresse. Et c'est ça l'objectif. Ça n'est absolument pas de mettre des gens dans des cases, parce que sinon, ça serait utiliser ce genre d'outil-là justement pour faire du filtrage, ce qui n'est pas du tout l'idée à l'origine. ProcessCom, on va y reparler tout de suite, c'est très intéressant. DISC, c'est une autre méthode alors, qui est basée sur les travaux de M. Markson des années 30, qui lui a essayé de faire une psychologie des gens normaux. Alors c'est assez rigolo quand on regarde William Markson et ses travaux. Ses travaux, c'est sur les gens normaux, c'est sur nous quoi en fait. C'est pas sur les gens qui ont des maladies mentales, qui ont des troubles comportementaux, etc. Ça a intéressé des populations entières de chercheurs. Nous, on est dans les gens normaux et on essaye de faire avec et d'avoir une grille de lecture pour les problèmes qui ont des gens qui ont des problématiques de communication au quotidien. Voilà, ça c'est Markson et c'est lui qui a donné naissance au DISC dont on va parler un tout petit peu plus avant dans quelques instants. Et puis après, vous avez de multiples outils, vous avez le Belbin, vous avez le PAPI qui est très connu également, vous avez le Big Five qui est open source, vous avez plein d'outils qui permettent d'identifier des grands styles de personnalité qui permettent de donner des clés de lecture, des grilles de lecture. C'est vraiment ça l'objectif de ce type d'outils-là.
Alors évidemment, derrière, soit l'outil il est très parlant, il est très instinctif, et on n'a pas besoin de très avancer dans le testing, dans le test de personnalité, soit il devient un petit peu précis, il devient un petit peu technique, et là il y a besoin de faire des tests, de faire un test, de remplir un test, pour avoir le détail de son style de personnalité. Évidemment, faire un test, ça va permettre de le comprendre en profondeur, de détecter les priorités de la personne, de détecter ses motivations et, comme tout le monde, de détecter ses peurs, d'anticiper ses peurs. Parce qu'il y a plein de réactions. On réagit tous aussi en fonction de nos peurs, notre peur de perdre le pouvoir, notre peur de ne pas être reconnu, notre peur de perdre du lien social, notre peur de ne pas pouvoir évoluer. Ça dépend de chacun d'entre nous. Et connaître ces peurs, eh bien, ça permet d'anticiper une montée en stress. Parce que là où elle part, où le stress intervient, c'est parce qu'en fait, on est en position, entre guillemets, de peur, c'est-à-dire de crainte, de risque. Et du coup, connaître les peurs, les profils de personnalité, c'est important pour comprendre pourquoi on déclenche ou sait déclencher, par ailleurs, une réaction un petit peu forte de l'individu. Évidemment, avec ces tests, on va pouvoir permettre de mettre en place une relation de travail plus efficace, des équipes plus performantes, parce que quand la circulation de l'information est fluide, évidemment, on est plus performant, d'anticiper les conflits plutôt que de les gérer, parce que tant qu'à faire, autant qu'on essaie de les éviter, et de ne pas avoir à les traiter une fois que la bombe a déjà explosé, et puis aussi d'améliorer la motivation des équipes. Alors ça c'est particulièrement important parce que quand on est tous pareils. Quand on est dans un environnement qui est favorable, qui est riche, qui prend en considération nos différences, bien sûr qu'on est plus motivé tout naturellement. J'ai personne à convaincre ici entre nous. On a déjà commencé à parler de ce que ne sont pas ces tests et ces grilles de lecture-là. Ce ne sont pas des diagnostics, ça, pardon, il y a plein de gens qui l'utilisent comme ça, c'est une erreur. Il n'y a pas de bon et de mauvais style de personnalité. Il n'y a pas dans DISC, on va en parler dans un instant, les D, c'est pas des bons et des S des mauvais, c'est complètement stupide, c'est juste de fournir une clé de lecture. Et certainement pas de cataloguer des individus, certainement pas une hiérarchie de profil, et certainement pas une mesure de la capacité de la personne à faire ceci ou cela, ou de l'aptitude de la personne à faire ceci ou cela. Tout à l'heure, dans quelques minutes, on se posera la question de, finalement, on regarde cette grille de lecture, ces grilles de lecture, c'est quoi un bon manager? On verra que, évidemment, il n'y a pas de réponse unique. Enfin, sinon, ça serait quand même problématique. Voilà, c'est important de savoir ce que ne sont pas ces tests-là, parce que malheureusement, ils peuvent être utilisés à l'envers, alors que ça n'a pas du tout été la manière de les concevoir. Alors, je vais un tout petit focus sur ProcessCom, parce que honnêtement, entre DISC et ProcessCom, mon cœur balance, parce que les deux sont vraiment très lisibles. Je trouve ProcessCom un tout petit peu plus riche et plus adaptable, abordable, vraiment dans la situation au quotidien, mais DISC est tellement clair et tellement simple que du coup, ça en fait un outil vraiment très opérationnel pour vous dès demain. Néanmoins, un petit focus sur ProcessCom. ProcessCom, lui, il propose 6 grands styles de personnalité. Alors là, vous avez un profil, vous voyez, d'un individu. Ça, c'est son profil, c'est-à-dire qu'il a une base, c'est-à-dire le style, l'archétype principal, c'est celui qui a le plus gros pourcentage, c'est quelqu'un qui est empathique. Et quelqu'un qui est de base empathique, c'est quelqu'un qui est plutôt sur la relation. C'est notre Eric que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est typiquement la personne qui vient quand il vous serre la main le lundi matin, qui vous demande comment s'est passé le week-end, et puis qui est content quand ça prend un petit peu de temps parce qu'il est sur le lien et que ça lui fait plaisir, ça lui donne de la motivation. Il a aussi une part de rebelle, un petit peu moins importante, ce qui est tout à fait possible. On a chacun ces 6 types de personnalités, ces 6 styles, chacun entre nous, en nous, si vous voulez. Le rebelle, c'est quoi? Lui, c'est 0-1. Peut-être que vous travaillez avec des développeurs informatiques. Les développeurs informatiques, c'est souvent ça. C'est soit j'adore ce que je suis en train de faire, le dernier langage que je suis en train d'apprendre, il est trop top, il me permet de faire de l'appel de je sais pas trop quoi, je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis pas informaticien, enfin pas développeur, ou bien ça le fait suer.
C'est-à-dire l'état qu'on est en train de lui demander, la petite routine qui va pourtant apporter de la valeur au métier, ça, c'est pas le truc qui le fait triper, pardon, l'expression. Et lui, il est très 0-1, en fait. Hein. Je suis pas en train de caricaturer, c'est juste pour vous dire, le rebelle, lui, soit il faut le motiver par le truc vraiment sympa, soit vous allez avoir des petits soucis. Ça, vaut mieux le savoir. Par exemple, quand vous êtes travaillomane, le travaillomane, c'est quelqu'un qui est sur les faits. Vous voyez, là, on est ici au niveau de l'acte des faits, du temps. Le travaillomane, c'est vraiment la personne qui a un planning en tête. Quand il arrive le matin, il a déjà son planning en tête. Donc, quand il serre la main du rebelle et que le travaillomane dit, bah alors, où est-ce que tu en es de la rédaction de ce rapport? Ça part mal. Ça part mal parce que le travaillomane, lui, il est sur les faits, alors que le rebelle, lui, il est sur l'envie. Il est sur l'envie de faire ou la non-envie de faire. Donc, si le travaillomane ne s'adapte pas un petit peu au canal de communication du rebelle, il ne va pas arriver à communiquer. C'est-à-dire, le rebelle, lui, il va trouver le travaillomane épouvantable, et le travaillomane va trouver le rebelle ingérable. Or, il s'agit juste d'utiliser des petits trucs, des petites astuces pour ouvrir le canal de communication qui va bien. Comment on fait pour communiquer avec un rebelle? Là, c'est tout simplement, on lance une petite vanne, voilà, une petite plaisanterie. Du coup, le rebelle, il trouve ça sympa. Du coup, son interrupteur, il se met sur on. Et puis, bon, d'accord, vous êtes travaillomane, il vous trouve un peu pénible, mais comme vous êtes un peu sympa parce que vous lui dites des vannes qui le font rire, il va le faire, votre rapport. Vous voyez l'idée? Le rêveur, lui, il est sur l'introspection. C'est-à-dire, il a besoin de temps. C'est la personne qui parle pas beaucoup. Et par contre, quand elle parle, elle a un truc en général intéressant à dire et qui est particulièrement bien à propos. Et donc, c'est la personne qui va manger à la cantine ou au restaurant sans ses collègues, qui se retrouve tout seul à sa petite table à regarder YouTube pour faire autre chose, mais il va pas en plus, alors qu'il supporte tous ses collègues toute la journée, il va pas les supporter en plus le midi. Il a besoin de son temps à lui ou à elle. Ça, c'est un rêveur. Hein, il en faut. Hein, parce que, je sais pas, moi, quand vous êtes conducteur de poids lourd et que vous passez 12 heures par jour dans votre camion, vous avez intérêt à pouvoir penser à autre chose, par exemple. Hein. Ça, c'est typiquement le rêveur. Ensuite, vous avez le persévérant. Alors, persévérant, lui, elle est sur les idées. C'est-à-dire, la France, c'est ça, l'éducation nationale, c'est ça, le business aujourd'hui, c'est ça, etc., etc. On est sur des grandes idées, du coup, moins sur le détail, et il vaut mieux être d'accord avec lui ou avec elle, sinon, il va rentrer en stress et il va trouver que vous n'apportez pas à l'édifice, que vous n'êtes pas intéressant, que ce que vous dites n'a pas d'intérêt, etc. Le persévérant, je prends ça par exemple comme exemple aussi, pour ouvrir un canal de communication avec le persévérant, par exemple, il faut lui demander son avis. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu ferais? D'accord, même si vous n'écoutez pas la réponse, peu importe. Là, on est en train d'ouvrir un canal de communication. On est en train de dire, c'est pas bien ce que je suis en train de dire, mais c'est juste pour dire, voilà, la façon d'attirer l'attention et de rentrer en communication avec un persévérant, c'est de lui demander son avis. On a vu le travaillomane, et puis on a vu le promoteur. Alors, le promoteur, c'est typiquement quelqu'un qui est dans l'action. C'est-à-dire, il faut que ça bouge. Une fois qu'on s'est dit ce qu'on avait à faire, c'est bon, on a compris, maintenant on y va. Il y a beaucoup de profils commerciaux, par exemple, qui sont dans l'action, et également dans l'empathie. Hein, c'est plutôt bon signe, parce que eux, ils ont envie que ça bouge. Hein. Le meilleur moyen de faire partir un promoteur, c'est de lui dire t'es pas chiche de me vendre ce produit, ou t'es pas chiche de me faire ça, ou tu y arriveras pas. Ça l'aiguillonne pas mal et ça lui donne envie de relever le défi. C'est des gens de défi, on va voir, qui sont très sur le D dans Disque, par exemple. On va en parler dans un instant. Voilà, alors on a tous, chacun d'entre nous, on a tous ces 6 profils-là, ces 6 dimensions-là en nous, mais par contre, ils sont articulés d'une manière différente. Et ce qui va compter, c'est la base. Et au fur et à mesure que je vous ai parlé des différents profils, je suis sûr que vous avez pensé à des gens. C'est pour ça que Process Call, je vous en parle, parce que c'est très parlant et il suffit d'écouter la personne pour comprendre en gros de quelle base elle est. Et puis si on se trompe un tout petit peu de base, c'est pas très grave, parce que on peut avoir des profils qui sont relativement proches et qui permettent de quand même communiquer avec la personne. Oui. Ça, c'est ProcessCom. Par contre, pour comprendre d'une manière un petit peu plus détaillée le profil, là, et bien sûr, il faut faire remplir un questionnaire, on retombe un petit peu dans la problématique. Mais aujourd'hui, je suis sûr que vous avez pensé à des personnes quand je vous ai parlé et vous saurez, du coup, de quel type, en gros, elles sont. Et ça vous permettra peut-être de comprendre quelques petites choses.
Déterminer votre style de personnalité. Alors, on va basculer maintenant sur DISC, parce que vraiment beaucoup de gens ont entendu parler de ce fameux test des couleurs, là, des styles de personnalité en couleurs. Peut-être moins de DISC que des couleurs. Alors, faut se méfier, parce que les différents profils peuvent être représentés par des couleurs différentes en fonction du type de personnalité qui est proposé et du test. Nous, on va s'attarder d'abord sur ce que c'est que ces différentes couleurs. En fait, DISC, c'est 4 grands styles de personnalité. C'est la dominance, c'est l'influence, c'est la stabilité et puis la conscience. Et puis, vous avez tout autour de ce fameux rond qui est très bien conçu, hein, vous avez les grands drivers, en fait, qui pilotent ces styles de personnalité. Alors, du coup, à quoi ça correspond? Bon, ça, on a vu sur Processcom, on en a parlé. À quoi ça correspond? Comment est-ce qu'on fait pour déterminer, en fait, son style de personnalité? Si on veut s'appuyer sur DISC, il y a 2 grandes directions, évidemment, verticale et puis horizontale. Alors déjà, il y a, est-ce qu'on est plutôt actif, c'est-à-dire dans l'action, ou est-ce qu'on est plutôt dans le réfléchi, dans la retenue, ça comme ça, hein. C'est-à-dire, est-ce que notre première façon de faire, c'est de vouloir y aller, ou bien c'est de vouloir prendre un petit pas de recul et de se dire, bon, dans quoi je suis en train de m'engager, là, quels sont les tenants, les aboutissants, etc. Ça, c'est un premier axe fort qui vous permet aussi de détecter où se trouve votre interlocuteur. C'est pas très compliqué. Je suis sûr que si vous vous donnez la peine de penser à quelqu'un, vous êtes peut-être en train de penser à quelqu'un, vous savez très facilement dire s'il est plutôt du type actif ou s'il est plutôt du type réfléchi. On peut retrouver ce type de dimension-là, par exemple, dans l'introversion, l'extraversion, mais c'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est est-ce qu'on est plutôt enclin à tout de suite agir ou plutôt à prendre le stylo et à regarder de quoi il s'agit. Ça vous permet de placer votre interlocuteur ou de vous placer sur la verticale. Et ensuite, horizontalement, c'est est-ce que votre interlocuteur ou vous-même, vous êtes plutôt dans l'interrogation ou plutôt dans l'acceptation? C'est-à-dire, en gros, alors attention, il n'y a pas de jugement de valeur derrière tout ça. De toute façon, il y a de jugement de valeur derrière rien. Il n'y a pas de bon profil ou de mauvais profil. C'est est-ce que je prends plutôt comme acquis, je vais dire ça comme ça, ce qu'on me dit, c'est-à-dire je suis plutôt dans l'acceptation de ce qu'on me dit, ou bien, c'est-à-dire plutôt dans le oui, ça ne veut pas dire dans le oui, absolument, il peut y avoir du oui mais, hein, bien entendu, ou bien est-ce que je suis plutôt d'abord dans le non? Ça peut aussi amener le non mais c'est d'abord le non, c'est-à-dire je vais d'abord interroger, qu'est-ce qu'on essaye de me faire, qu'est-ce qu'on me demande, là j'ai besoin de mieux comprendre. Et du coup, si vous êtes capable de dire à votre interlocuteur, je le sens plutôt dans l'action que dans la réflexion, encore une fois sans jugement de valeur, je sens plutôt interrogateur, c'est-à-dire c'est plutôt non pour lui plutôt que oui, et bien vous pouvez commencer à le placer dans cette sorte de cadran qui est la source en fait du disque. Et du coup, qui permet, même sans remplir de questionnaire aujourd'hui, intégrer des grandes dimensions, le grand style de personnalité de votre interlocuteur. Quand vous faites du coup cet exercice-là, vous allez faire dégager 4 grands styles de personnalité, et puis ensuite 8 sous-styles. Le D, c'est des gens qui sont dans l'action et qui plutôt remettent en cause. C'est-à-dire qu'ils sont typiquement dans le défi. Leur driver, c'est les résultats. On verra ça en détail dans un instant. Donc, c'est plutôt des gens qui ont confiance, des gens qui sont orientés objectifs, qui remettent en cause et qui n'ont pas peur de casser. Voilà, c'est un peu, voilà, l'image, bien entendu, je vais caricaturer, hein, bien sûr, c'est un peu le bulldozer, c'est-à-dire qu'il faut que ça avance. Hein, et puis, si ça ne suit pas, c'est leur problème, hein, c'est pas le mien. Moi, je veux que ça avance, j'ai compris, je suis dans les objectifs, je fonce. Le deuxième type de profil, qui est plutôt dans l'acceptation, mais quand même dans l'action, c'est le profil I-influence. Parce que je suis enclin à m'approprier ce qui m'est proposé et de le mettre en œuvre. Et ça veut dire que je suis enthousiaste, ça veut dire que j'ai besoin de collaboration. Hein, quand je suis dans le défi et dans l'action, j'ai moins besoin de collaboration, je trace. En fait, hein. Ici, je suis plus sensible à la collaboration, donc je vais m'entourer, je vais être plus sensible à la chaleur humaine, au travail collaboratif, etc. Si je suis plus dans la réflexion, et plutôt dans l'acceptation, je vais être dans ce qu'on appelle un profil support, c'est-à-dire de la stabilité. Je vais avoir besoin de travailler à plusieurs, je vais avoir besoin d'apporter mon aide, et je serai content d'apporter mon aide au fur et à mesure, de manière à ce que l'équipe grandisse aussi en même temps que moi. Et enfin, le dernier grand type
de personnalité, c'est le C conscience, c'est-à-dire que je suis plutôt dans la réflexion et dans le détail. Je remets en cause, hein, c'est l'expert qui va vous dire oui mais pourquoi vous dites ça, c'est pas suffisamment précis, oui mais je suis pas tout à fait d'accord. Là on est dans la pleine conscience, c'est-à-dire qu'on doit prendre possession du sujet, on doit bien le maîtriser de manière à être en accord avec soi-même, de manière à être bien dans le sujet. Le test, il va vous permettre, si vous passez le test, de vous positionner dans cet espace-là de manière beaucoup plus précise. Et plus votre résultat va être proche du centre, plus en fait vous allez avoir un profil multi-style, si vous voulez. Vous allez osciller entre ces différents styles-là. Plus vous allez être sur l'extérieur du cercle, plus vous allez être marqué dans votre axe, dans votre style de personnalité. Quelqu'un qui va être ici, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, dans l'enthousiasme, il va être extrêmement enthousiaste, il va être dans l'influence forte, il va être dans le collaboratif, dans le brainstorming, etc., d'une manière tout à fait naturelle. Quelqu'un qui va être extrêmement S ici, va être beaucoup dans l'aide, dans l'entraide, dans l'associatif, le collaboratif, etc., de manière très très forte. Quelqu'un qui va être plus vers l'intérieur, va être un petit peu plus nuancé sous ces différents aspects. Ça, c'est pour vous donner une vue assez globale, parce qu'on a évidemment un temps assez limité. Et les grands objectifs, les grands types de priorités, en fait, qui se dégagent de ces grands styles, c'est ceux que vous avez sous les yeux. Voilà, le D, quand vous êtes plutôt dans l'action et plutôt dans la remise en cause, ce sont des personnes qui sont plutôt directes, fermes, affirmées, tenaces et orientées résultat. Les personnes qui sont plutôt dans le I sont plutôt enthousiastes, qui ont beaucoup d'entrain, de l'optimisme, qui sont expansifs, vifs en général. En dessous, ici, quand je dis en dessous, vous me comprenez, il n'y a pas de hiérarchie, c'est plutôt des personnes conciliantes, qui ont une humeur constante, qui sont plutôt humbles, parce que leur idée, c'est pas de se mettre en avant, mais c'est d'avoir un consensus, d'avoir une harmonie, en fait, qui sont des gens plutôt patients, plutôt diplomates. Et du côté C, c'est des gens qui sont analytiques, qui sont précis, en général discrets, parce qu'ils ont besoin de se mettre dans le sujet et donc ils ont besoin de temps et d'espace et de calme pour se concentrer sur le sujet. C'est des gens qui sont systématiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une approche qui est assez souvent la même pour résoudre tel type de problème. Ça va être plus compliqué, par exemple, avec des C, pour les mettre dans l'innovation, parce qu'ils vont avoir besoin de se sortir de leur zone de confort de manière beaucoup plus forte. Et c'est des personnes plutôt réservées parce qu'elles vont avoir besoin de bien maîtriser le sujet avant de donner un avis, de se mettre en avant, ce qui n'est pas leur manière de faire par origine. Voilà, ça c'est les grandes dimensions. Et puis ensuite, une fois qu'on a déterminé en gros quel est le quart en fait du cercle auquel appartient votre interlocuteur ou vous-même, eh bien c'est là où ça va être intéressant. Là, je suis passé du côté utiliser le style de personnalité. C'est là où on va avoir des clés de lecture. Non pas, encore une fois, pardon, j'insiste, mais c'est tellement important pour pas mettre des gens dans des cases, mais pour connaître, avoir conscience des priorités de chacun de ces styles. Par exemple, le type D dominant, lui, ses priorités, c'est des résultats immédiats. C'est l'action, c'est lancer des défis et également mettre les autres au défi, parce qu'ils sont à l'aise dans cette manière de fonctionner-là. Et donc, le défi, ça va être quelque chose qu'ils vont particulièrement bien apprécier. Leur motivation, c'est le pouvoir, l'autorité, la compétition, la réussite, le gain. Tout ça, ce sont des facteurs de motivation pour les profils de type D. Leur peur, parce qu'ils en ont aussi évidemment, c'est la perte de contrôle. Évidemment, si on leur tire le tapis sous les pieds, ils vont perdre leur repère et du coup, ils vont devenir agressifs, ils vont devenir, etc., comme beaucoup de profils, mais c'est la réaction en stress de ce type de profil D. Être exploité, être vulnérable, ça, c'est des choses que les D n'aiment pas du tout. Les caractéristiques, c'est la confiance en soi, le caractère direct, la fermeté, la prise de risque. Voilà, on a besoin de ce profil-là. Et évidemment, dans toutes les équipes, il faut juste connaître comment est-ce qu'il fonctionne de manière à pouvoir s'appuyer sur leurs facteurs de motivation. On parle tous de motivation dans les entreprises. C'est quoi les leviers de motivation? On sait que c'est pas le salaire. Une fois que le salaire il est acquis, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Donc ça, c'est un levier de motivation également. Qu'est-ce que je peux lui donner pour lui donner un peu plus de pouvoir ou plus d'autorité ou le mettre dans un environnement encore plus concurrentiel, compétitif. Et voilà, tout ça sont des drivers. Bien sûr, pour chaque type
de personnalité et de style de personnalité, on a aussi des limites. C'est-à-dire le D, il peut être particulièrement rentre-dedans, axé vraiment dans l'action, c'est-à-dire un manque d'intérêt pour autrui, pas trop de patience, un peu insensible. Ça peut être, c'est les limites de ce caractère-là. On n'est pas en train de dire que tous les D sont comme ça n'a rien à voir. C'est juste, voilà, quelles sont les limites auxquelles ce style de personnalité peut être confronté. Ensuite, le type influence, on est vraiment dans l'enthousiasme, on est dans l'action, on est dans la collaboration, ça c'est les priorités. Et les facteurs de motivation, c'est la reconnaissance sociale, là, par contre. C'est les activités en groupe, c'est les relations amicales. Voilà, c'est des gens qui ont des cercles amicaux plutôt vastes. Leur peur, c'est justement le rejet social, le fait de ne pas être approuvé par les autres, la perte d'influence. Tout ça, ce sont des peurs très très fortes pour les profils de type I. Je vous laisserai regarder tout ça à tête reposée. Là, évidemment, le temps passe vite. Et vous pourrez reposer tout ça tranquillement. Vous aurez tout ça sous les yeux. Les caractéristiques du type S, c'est apporter le soutien, c'est avoir quelque chose d'équilibré. On aime la collaboration quand on est S et on aime l'équilibre. C'est-à-dire que quand ça s'engueule, pardon pour le mot, ça c'est le S supporte pas. On va chercher, les S vont chercher à rééquilibrer, à remettre de l'harmonie. C'est des personnes qui vont pas offenser. Et du coup, ils sont en opposition. C'est pas pour rien que les S et les D sont en opposition par rapport au centre. C'est qu'ils sont en complète opposition avec le D qui, lui, se préoccupe pas tellement de savoir s'il offense ou pas, puisque lui, il est orienté, ou elle est orientée objectif, bien entendu. Et enfin, le C, donc la conscience, donc c'est, moi je veux que ça soit précis, je veux aussi que ça soit équilibré, parce que j'ai pas envie de me battre avec tout le monde, mais par contre, il faut bien remettre les idées dans leur place, que ça soit questionné, c'est-à-dire que je comprenne pourquoi on me demande de faire ça, pourquoi on doit faire ça, et pourquoi on ne fait pas comme ça. Et les peurs, bien entendu, du C, c'est les critiques. C'est le travail qu'on a intériorisé et qu'on a réalisé, il ne soit pas pris à sa juste valeur. C'est que on a l'impression qu'on nous fait bâcler notre travail, ou bien qu'on s'est trompé. Ça, ce sont des peurs très importantes pour le C, qui est dans la maîtrise, qui est dans la pleine conscience. Voilà, je vais vite, pardon, mais évidemment, tout ça a besoin d'être maturé, mais ce sont des grilles de lecture extrêmement puissantes qui vont permettre de mieux saisir la personnalité de l'interlocuteur, de mieux le saisir rapidement, de mieux parler, de mieux faire passer les messages aux interlocuteurs, bien entendu, ce qui est l'objectif. Alors, on peut prendre une seconde pour se poser la question, mais quel est le meilleur manager que vous ayez jamais eu? Est-ce qu'il était du type D, I, S ou C? Est-ce qu'il était plutôt dans l'action, dans l'équilibre? Est-ce qu'il était plutôt dans le défi ou dans la collaboration? En fait, il n'y a pas de bon profil, parce qu'on peut très bien être un excellent manager en étant D, si on sait simplement qu'il faut être attentif au fait qu'on ne soit pas toujours très très regardant par rapport à nos équipes. On peut être très bon manager si on est dans l'influence, mais il ne faut pas oublier d'être un petit peu dans la précision, parce que quand on est dans l'influence, on est plutôt sur les grandes lignes. Quand on est S, on peut très bien être manager, mais on ne peut pas être que le docteur, c'est-à-dire celui qui apporte son soutien. Il faut aussi fixer des objectifs et puis qu'ils soient tenus. Et puis, on peut être très bon manager en étant dans la conscience et dans la précision, mais il faut juste pas oublier qu'il faut écouter les autres et qu'il faut aussi prendre un petit peu de distance par rapport aux problématiques. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas un outil de filtrage et de screening. On peut pas dire, moi, il me faut un manager, donc je vais embaucher que des D. Ça, c'est une catastrophe, évidemment. Ça n'a rien à voir. On peut être un excellent manager à partir du moment où on a une approche de ses forces et de ses faiblesses, bien entendu. Voilà. Ensuite, une autre question, c'est quoi la réunion idéale? Je dois faire, je sais pas, du brainstorming, je dois résoudre un problème. C'est quoi la réunion idéale? En fait, il faudrait arriver à constituer une réunion avec tous ces styles-là, tout simplement parce qu'ils répondent à des problématiques différentes. Le D, lui, il va dire, allez, on fait quoi? On est d'accord sur le quoi? Maintenant, on le fait. C'est l'action. Le I, lui, va être plutôt sur qui? Parce que comme on est dans l'influence, dans le travail à plusieurs, on va le faire ensemble. D'accord? Ça va être plutôt du I qui va porter cette idée-là. Dans le S, lui, il va être plutôt enclin à répondre à la question comment. On va le faire comment? On va le faire en harmonie, on va le faire tous ensemble, parce qu'on ne peut pas le faire chacun indépendamment les uns des autres, et on va le faire de manière à ce que l'ensemble du groupe en tire bénéfice. Et puis, il faudrait des C aussi dans cette réunion, parce que il faut un petit peu de précision, il faut le pourquoi, c'est-à-dire maintenant, il faut qu'on le fasse bien,
le mieux possible. Parfaitement, la perfection n'existe pas, mais on va le faire le mieux possible, c'est-à-dire on va comprendre les enjeux et ce qu'on est en train de réaliser, c'est-à-dire on répond à la question pourquoi. Donc la réunion idéale, c'est pas une réunion de pur I qui vont être des brainstormers fous, c'est pas une réunion de pur C qui vont être des experts. Vous savez ce que ça donne que de mettre plusieurs experts du même domaine dans une réunion. Il faut essayer de constituer un ensemble de ces profils-là dans une réunion parce que ça va permettre de répondre à toutes les questions et donc de faire avancer le sujet. Voilà, je vous ai remis une petite synthèse de tout ce qui est très caractéristique des 4 dimensions. Vous le verrez à tête reposée. Et en conclusion, pour laisser quelques minutes quand même pour les questions, voilà, est-ce qu'il est besoin de revenir sur l'importance de la communication interpersonnelle entre les différentes personnes d'une équipe ou d'une entreprise? Évidemment. Et puis, voilà, c'est aussi des outils pour permettre de travailler à distance, hein, de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de mieux s'accepter. C'est aussi des outils, par exemple, quand vous êtes en recrutement et qu'on vous pose la sacro-sainte question qui êtes-vous, ou bien quelles sont vos motivations et quelles sont vos faiblesses, vos forces, etc. On ne sait jamais trop quoi répondre à ce genre de truc qui est ultra bateau. Et voilà, connaître son style de personnalité, ça peut être également un outil extrêmement intéressant qui nous permet de prendre conscience aussi de nos priorités derrière par rapport à un recrutement.